là, nous sommes donc à la session du 10-04-2020 pour le deuxième cours de maître. Hier, on a donc fini un chapitre et on a commencé le second. Donc, pour terminer ce second chapitre, nous étions donc en application de la MEF à la MMC et donc nous avons commencé à dérouler les 5 étapes qui constituent donc l'implémentation de la méthode à ce problème. Donc, en 1, nous avons rappelé les EDP en réalité de la MEF qui était constituée de 4 éléments, à savoir les équations d'équilibre, la loi de comportement, la cinématique et les conditions de limite. Et là, nous étions en train de finir le paragraphe, la partie 2, sur la formulation variationnelle et intégrale. Et donc là, nous avons dit qu'en réalité, en termes d'expression, l'équilibre d'un système peut aussi s'exprimer en termes d'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, un système est en équilibre quand son énergie est stationnaire. Et voilà ce que nous étions en train d'appliquer. Et donc, il y avait donc un exemple à traiter, l'exemple d'application. Alors, je reprends cet exemple ici pour pouvoir le terminer. Alors, il s'agissait d'une petite structure comme celle-là. Voilà. Alors, de portée L. Voilà. Donc, l'unique changement était un changement linéaire. Ok. C'est X porté par X. Voilà. Dans le sens X. Et ici, c'était l'axe Y. Voilà. Donc là, il y avait 2 petites questions, à savoir, premièrement, il fallait d'abord déterminer l'énergie de ce système, l'énergie du système, et deuxièmement, à travers, en écrivant les équations de l'heure, de déterminer les EDP correspondants. Voilà. Donc ça, c'était l'objet de l'application du TD. Alors, nous avons dit qu'en fait, l'énergie potentielle du système est donnée par cette formule. Je rappelle que dans cette formule-là, les quantités tensorielles ont été remplacées par leurs expressions matricielles ou vectorielles. Voilà. Epsilon, c'est le tenseur de déformation. Donc, remplacé par son expression vectorielle. E, c'est le tenseur des modules de la cécité. D, oméga, c'est l'élément de volume. L'élément de volume. Alors, epsilon 0 ici représente la déformation initiale. Dans le cas de ce problème, il n'y en a pas. Sigma 0 représente la contrainte initiale. Dans le cas de ce problème, il n'y en a pas. Ici, T représente la densité surfacique de charge extérieure. Dans cet exemple, il n'y en a pas. Et ici, nous avons tout simplement donc F et U. F ici, je rappelle, c'est la densité volumique d'effort, qui est de nature également vectorielle. Bien. Dans ce cas particulier, donc nous disions que nous étions en dimension 1. Ça veut donc dire que toutes les quantités vectorielles ou matricielles deviennent tout simplement des scalaires. Voilà. Et donc, epsilon, U, sigma deviennent des scalaires. Voilà. Ils deviennent tous des scalaires. Le tenseur des modules de la cécité, E, est alors remplacé uniquement par le module du E. Alors, les équations deviennent donc epsilon est égal à U virgule X, c'est-à-dire c'est D rond de U sur D rond de X. Ça, c'est l'application de l'équation de la cinématique en dimension 1. Voilà. La loi de comportement donne que sigma est égal à E multiplié par epsilon, c'est-à-dire ça va faire E multiplié par U virgule X. Absolument. Voilà. Ici, comme il s'agit d'une barre, nous pouvons dire que l'élément de volume est égal à S que multiplie l'élément linéique S dx. Donc, si je considère que voilà dx, voilà.
Voilà. À partir de là, nous pouvons donc remplacer toutes ces quantités dans l'expression de l'énergie pour trouver donc cette énergie et nous allons donc avoir que pi p tout simplement est égal à la somme sur oméga, voilà, de 1 demi. Bon, 1 demi c'est 1 demi. Alors, epsilon c'est u virgule x, E c'est E. Voilà. Epsilon c'est encore u virgule x. Voilà, et d oméga, c'est donc S fois dx. Voilà, moins. Voilà. Alors, tout ceci est sous l'intégrale, puisque ces deux intégrales sont sur le domaine oméga. Donc, moins F, la densité volumique d'effort ici, nous avons dit qu'en réalité, puisque Cx est une densité linéique, alors, pour avoir une densité volumique, il suffit d'utiliser Cx par S. Non, Cx par S. Donc, ça, ce terme-là, c'est F. Voilà. Ensuite, il y a U. Et ensuite, d oméga, c'est-à-dire S, dx. Alors, donc, puisque là, on retrouve dx deux fois, on peut donc tout simplement mettre dx en facteur. Et ça va donc faire ceci. Voilà. Voilà l'énergie potentielle de ce système. Voilà l'énergie potentielle de ce système. Alors, cette expression est à comparer avec l'expression générale de la fonctionnelle qui se soumet donc sous la forme de f de un certain nombre de paramètres et d oméga. Voilà. Donc ici, on peut donc identifier f comme, on identifie donc ici f comme, on peut donc identifier directement ici f comme, voilà, 1 demi, voilà, 2, E, voilà, multiplié par u virgule x au carré, puisque là il y a u virgule x et u virgule x, il y a E, voilà. Voilà, alors il ne faut pas oublier S, voilà. Et ensuite, donc, moins, voilà, U fois CX. Ça passe de dans ce cas, les S vont partir. Voilà. Donc, on a répondu à la première question. On répond à la première question. Alors maintenant, il faut appliquer donc les équations de l'heure parce que nous avons dit que la formulation forte et la formulation faible sont des formulations d'un même problème, donc on peut passer de l'une à l'autre. Donc là, nous pouvons donc passer maintenant à l'application des équations de l'heure pour trouver les EDP. Ici, il est évident que l'unique fonction dépendante, c'est U. La variable indépendante, donc ça veut donc dire qu'ici, il y a une seule équation de l'heure. Une seule équation de l'heure. On a donc une seule équation de l'heure qui va donc s'écrire que d rond de f sur d rond de U, U qui est la seule fonction dépendante, moins d sur dx de d rond de f sur d rond de u virgule x, voilà, est égal à 0. Alors, si on fait et d rond de f sur d rond de u, tout le monde voit que ça fait cx, ça fait moins cx en dérivant f par rapport à u. Donc, tout le monde voit là ça fait donc moins cx. Moins cx, voilà, moins d sur dx de d rond de f sur d rond de ux. Alors, de u virgule x, donc ça va faire tout simplement, alors les deux ici, ça va partir, ça va faire tout simplement SE multiplié par u virgule x.
Voilà, ceci est égal à 0. Ce qui me dit que moins Cx. Voilà, moins. Alors, si je dérive ceci par rapport à x, ça va faire donc SE que multiplie U, virgule XX. C'est-à-dire la dérivée seconde de U par rapport à x. Voilà, ceci doit être égal à 0. Voilà. Ensuite, on va transformer ceci pour dire donc que ceci veut donc dire que S multiplié par E, alors, epsilon virgule x c'est epsilon, U virgule x c'est epsilon. Donc en réalité, je peux remplacer ceci par epsilon x, tout ceci virgule x. Hein, puisque U virgule x lui-même déjà c'est epsilon. L'équation encore là, epsilon c'est U virgule x. Donc, dériver U deux fois, c'est comme si on dérivait epsilon, tout simplement. Voilà. Epsilon x, voilà. Donc, plus Cx est égal à Cx est égal à 0. Or, E multiplié par epsilon, ce n'est autre chose que sigma. Donc, je peux remplacer E, epsilon, directement par sigma. Donc, ceci devient en réalité que, voilà, S, voilà, multiplié par sigma x, tout ceci, virgule x, voilà, plus Cx est égal à 0. Voilà. Maintenant, si je divise tout ceci par S, ça veut tout simplement dire que sigma de x, virgule x, voilà, plus Cx sur S est égal à 0. Or, sigma x virgule x, ce n'est autre chose que la divergence de sigma. Hein? Ceci, ce n'est autre chose que la divergence de sigma. Et Cx sur S, c'est encore là, Cx sur S, mais ce n'est autre chose que la densité volumique des formes. Donc, plus F, voilà, est égal à 0. Voilà. On retrouve bien donc le dp de la mécanique des milieux continus, en réalité, donc l'équilibre, l'équation d'équilibre que nous avons citée plus haut. Donc voilà sur cet exemple simple comment on établit la relation entre les deux formulations. La formulation forte, c'est-à-dire les EDP, et la formulation intégrale, sous forme de avec l'énergie. Donc vous voyez bien qu'en appliquant l'équation d'Euler à cette fonctionnelle, j'arrive à retrouver très très facilement la formulation avec des équations aux dérivées partielles. Voilà. Alors, quelques précisions pour la nomenclature. Alors, vous voyez que cette formulation faible, généralement, est appelée également formulation intégrale. Pourquoi? Ben, justement parce que ici, la fonctionnelle I s'exprime sous forme d'intégrale. C'est pour ça qu'on dit que c'est une formulation intégrale. Intégrale, c'est-à-dire que ça exprime un équilibre au sens large pour toute la structure. Voilà. On dit également que c'est une formulation variationnelle. Alors pourquoi c'est une formulation variationnelle? Justement parce que avec l'approche de la formulation faible, on retrouve l'équilibre du système en écrivant que dp sur du est égal à 0. Donc ça veut donc dire que l'équilibre du système s'exprime à partir de l'étude d'une variation, notamment la variation de l'énergie en fonction du déplacement. C'est pour ça qu'on dit que c'est une formulation variationnelle. Voilà, donc l'équilibre s'exprime comme une variation. On étudie les variations de l'énergie. Et en particulier, l'équilibre correspond à une stationnarité de l'énergie, à une extrémalité de l'énergie. C'est une extrémalité d'énergie avec deux conditions d'extrémalité. La minimalité correspond à un équilibre stable, alors que la maximalité correspond à une énergie instable. Alors,
Ici, on peut également faire le commentaire suivant. Dans la formulation faire, vous voyez que la fonction déplacement intervient avec uniquement sa dérivée d'ordre 1. Voilà. Alors que dans la formulation forte, vous voyez ici, la fonction déplacement intervient avec sa dérivée d'ordre 2. Après, il ne laisse pas. Non, il devrait faire. Dans la formulation forte, les exigences de continuité de U sont plus fortes que dans la formulation faible. Ici, il faut que U soit continu jusqu'à ses dérivés d'ordre 2. Pour que cette équation ait un sens. Alors qu'ici, on a besoin d'une continuité d'ordre 1. Ça, c'est ce qu'on va appeler donc une C2 continuité. Ça, c'est une C1 continuité. Et la continuité de la fonction U elle-même, c'est ce qu'on appelle la C0 continuité. Que la fonction elle-même est continuée. Donc, voilà quelques commentaires qu'on pouvait faire sur cette résolution. Alors maintenant, je vais proposer quelques délais en temps libre pour que les étudiants puissent s'exercer. Alors, en particulier, donc, nous allons dire que je vais donner un certain nombre de fonctionnels et je vais poser la question de savoir comment retrouver les EDP correspondant à ces fonctionnels. Prenons par exemple la fonctionnelle J1 égale à somme de M carré sur 2 fois EI, voilà, plus M virgule X fois oméga virgule X, voilà, plus Q fois oméga, voilà, tout ceci fois dx. Voilà. Alors, comment retrouver donc l'EDP correspondant à cette fonctionnelle? Et est-ce que l'étudiant peut identifier le problème physique auquel cette formulation renvoie? OK. Qui de une deuxième fonctionnelle qui s'exprime comme d sur 2 que multiplie la somme de oméga virgule xx plus oméga virgule yy le tout au carré, voilà, moins 2 fois 1 moins nu que multiplie oméga virgule xx fois oméga virgule yy, voilà, moins oméga virgule yy au carré, voilà. Ensuite, moins 2q sur d, voilà, dx, dy. Là, une deuxième fonctionnelle. Là. Deuxième fonctionnelle. Donc, ici, il y a une accolade. Ici, il y a une accolade. Après, Mais on dit que la caméra se baladait partout. Ici, il y a une parenthèse. C'est du 16 heures. Voilà, deuxième fonctionnelle. Alors, la troisième, petite fois, égale à la somme de C1 que multiplie phi virgule xx au carré plus C2 que multiplie phi virgule x le tout au carré plus C3 fois phi au carré plus C4 fois phi, voilà, plus C5 le tout dx. Donc voilà 3 exemples de fonctionnels et la question qui est de savoir. Madame, il faut couper ton micro. Ton micro, ça dérange. Ton micro, à partir de ces fonctionnels-là, identifier les équations aux dérivées partielles correspondantes, c'est-à-dire la formulation forte, et puis identifier également le problème physique auquel les équations renvoient. Ceci termine le paragraphe 2.
de ce chapitre, de ce deuxième chapitre. On va donc passer directement au paragraphe 3, à savoir la discrétisation. Puisque nous avons déjà. Alors, en paragraphe 3, la discrétisation. Alors, nous avons déjà dit que, alors, petit point, discrétisation. Comment tu dis Nous avons déjà dit que, en fait, discrétisation, nous avons déjà dit qu'en fait, la méthode des éléments finis, la MEF, est une méthode intérieure. C'est-à-dire que c'est l'intérieur du domaine qu'on discrétise. Voilà. Discrétiser, c'est quoi? C'est tout simplement diviser. Hein? Discrétiser, c'est tout simplement diviser. Prenons ce domaine-là qui est oméga et imaginons qu'on divise ce domaine en petits éléments. On divise ce domaine en petits éléments. Donc ici, on va donc définir des nœuds. On va définir des nœuds. Hein? Et les éléments. Alors, si je fais un zoom sur un des éléments, alors je vais avoir ceci. Si je fais un zoom sur un des éléments, je vais avoir ça. Je vais donc avoir un élément comme celui-ci, avec 4 nœuds. Voilà, à savoir par exemple I, J, K et L. Donc, nous allons dire que voilà les nœuds élémentaires. Voilà. Et voici la numérotation des nœuds. Voilà, la numérotation des nœuds. Bien. Maintenant, la notion de discrétisation inclut également la notion d'interpolation, c'est-à-dire que dans la méthode des éléments finis, on suppose coupez vos micros. la forme. Tu veux le coup, coupez vos micros. Appuyez sur le bouton pour arrêter le micro. Un élément. Voilà. C'est pour ça qu'on va dire après que on va donc utiliser des fonctions continues par morceau. Donc, je connais U sur cet élément-là, U sur cet élément-là, U sur cet élément-là, U sur cet élément. Voilà. Et donc, le principe de l'interpolation est simple. Le principe de l'interpolation est simple. Voilà. C'est-à-dire que si j'ai ici un élément, alors X, Y, ça ce sont les axes. Bon, je dessine un élément n'importe lequel. Voilà. Arrête ton micro, non, Makamte. On est là, arrête ton micro. Le nœud K et le nœud L. Alors, je vais supposer que la fonction U, la valeur de U, en un point X quelconque appartenant à cet élément, en un point X quelconque appartenant à cet élément, est fonction uniquement des valeurs de U en I, J, K et L. À travers ce qu'on va donc appeler les fonctions d'interpolation. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin, il y a une notion importante qu'il faut introduire, c'est la notion de degré de liberté. La notion de degré de liberté. C'est une notion extrêmement importante. Qu'est-ce que cela veut dire? Le nombre de degrés de liberté d'un système, c'est le nombre de paramètres indépendants qui permettent de décrire de façon unique la physique du système. Qu'est-ce que cela veut dire? Supposons que nous soyons en mécanique. Alors, supposons qu'ici, nous soyons dans la mécanique plane. Ça veut donc dire que le nœud I a son vecteur déplacement. Le nœud J a son vecteur déplacement. Le nœud L a son vecteur déplacement. Le nœud K a son vecteur déplacement. Donc, alors comme le déplacement est une grandeur vectorielle, ça veut donc dire que, en fait, UI, le vecteur UI, aura pour composante UI1 et UI2. Nous sommes dans le plan. Alors, UJ aura pour composante UJ1 et UJ2.
Voilà. Pareil pour UL et UK. Donc, dans ce cas particulier, nous dirons que cet élément a 8 degrés de liberté. C'est-à-dire que le nœud I a 2 degrés de liberté, le nœud J a 2 degrés de liberté, et ainsi de suite. Voilà. Si chaque nœud avait un seul degré de liberté, alors le nombre de degrés de liberté pour l'élément serait uniquement 4, parce que l'élément a 4 nœuds. Donc, ça, c'est extrêmement important, cette notion de degré de liberté. Je répète, le nombre de degrés de liberté d'un système, c'est le nombre de paramètres indépendants qui permettent de façon unique de décrire la physique du système. Alors, dans ces premiers moments, dans ce paragraphe, on va supposer que chaque nœud a un seul degré de liberté. On va supposer que chaque nœud a un seul degré de liberté. Et à ce moment-là, on va donc dire que U de x, là donc U de x, voilà, est égal à Ni de x que multiplie Ui. Donc ça, c'est donc l'interpolation du champ de déplacement dans l'élément isolé. Dans ce cas, on va donc dire que les NI sont les fonctions d'interpolation, ou ce qu'on appelle également les fonctions de forme, et UI, ce sont les degrés de liberté élémentaires, c'est-à-dire les degrés de liberté de l'élément. Voilà. Donc, avec cette formule, tout le monde voit déjà qu'il y a autant de fonctions d'interpolation qu'il y a de degrés de liberté, globalement. Voilà. Donc, ça, ce sont les fonctions d'interpolation élémentaires, ce qu'on appelle également les fonctions de forme. Et les U sont donc les degrés de liberté. Alors, les degrés de liberté d'un élément seront stockés dans un vecteur. Alors, supposons que, par exemple, je prenne le vecteur U, comme ceci. Alors je vais noter U en majuscule. Je vais noter U en majuscule. Voilà. U de l'élément 1. Alors, quand je note 1 comme ça veut dire que ça, c'est le numéro de l'élément. Alors, U de l'élément 1, ça va faire donc, par exemple, U1, U2, ainsi de suite, jusqu'à UN, par exemple. Voilà. Ça veut donc dire que l'élément 1 a n degrés de liberté. Et on va donc dire que ce vecteur-là, c'est le vecteur des degrés de liberté élémentaire. C'est-à-dire, c'est un vecteur où je stocke les degrés de liberté de chaque élément. Bien. Si maintenant je regarde toute la structure, je vais dire également que je vais appeler grand U le vecteur global de tous les degrés de liberté de la structure. Voilà. Alors, et puis donc je vais donc stocker dedans également U1 jusqu'à un U. Alors ici, en général, pour l'élément, on utilise l'indice NG, voilà, et tandis que pour la structure, on peut utiliser l'indice NT, pour dire que le nombre total de nœuds. Voilà. Alors, donc, voilà la notion de. D'abord, la discrétisation. Discrétiser, ça veut tout simplement dire diviser l'élément en nœuds et en éléments. Bien. Cette notion est liée à la notion d'interpolation. Ça veut dire que quand j'isole un nœud, je suppose que à l'intérieur d'un élément, la valeur de l'inconnu en un point quelconque est fonction uniquement de la valeur de l'inconnu au nœud de l'élément. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle donc la fonction d'interpolation. Et donc, avec maintenant ces vecteurs. Alors, je rappelle que ici, l'objectif, c'est que dans l'expression de notre énergie, qui pour l'instant est une expression continue, puisque l'intégrale ici est continue.
Et je rappelle que l'énergie est à valeur scalaire. À bas à fond, tu peux le coup, puisque tu ne peux qu'activer ton micro depuis là, ça fait, tu peux le coup, tu mets ton micro. Voilà. Pour que l'énergie devienne maintenant discrète. Alors, ici, alors, on se souvient que dans phi, il y a des termes comme epsilon, ok, les F et U et ainsi de suite. Alors, donc, si par exemple U de X est ceci, voilà, je peux mettre de façon formelle que epsilon. Alors, de façon matricielle également, on va donc dire tout simplement que ici, c'est N que multiplie U. Voilà, c'est N que multiplie U. Voilà. On va écrire ça de façon matricielle. Et à ce moment-là, on va dire que N, c'est la matrice des fonctions de forme. Alors, de façon formelle, on peut dire donc que epsilon de X, ça va être un certain B multiplié par U. Je rappelle que jusqu'ici, je suis sur l'élément. Bien. Alors, la matrice B, on dira que la matrice B, c'est la matrice de transformation. Pourquoi transformation? Ben parce que c'est la matrice B qui permet de transformer les déplacements en déformation. On dit que c'est la matrice de transformation. Maintenant, alors, il y a une troisième notion importante avant qu'on aboutisse à la formule. Alors, c'est la notion de matrice de localisation. Qu'est-ce que cela veut dire? La notion de matrice de localisation. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, prenons un exemple simple. Prenons un exemple simple. Voici une structure. Prenons un exemple simple. Voici une structure, voilà, qui est composée de deux éléments. Ceci, j'appelle ce nœud-ci le nœud 1. Celui-ci, le nœud 2. Celui-là, le nœud 3. Et celui-là, le nœud 4. Alors, j'appelle cet élément-ci l'élément 1 et celui-là l'élément 2. C'est-à-dire que c'est un quadrilatère que j'ai divisé en deux triangles. Alors, si j'écris le vecteur de degré de liberté de l'élément 1, tout le monde voit que c'est composé de U1, U2 et U3. Si j'écris le vecteur de degré de liberté de l'élément 2, tout le monde voit que c'est U2, U3 et U4. Bien. Maintenant, si j'écris le vecteur global des degrés de liberté dans U, tout le monde voit que c'est U1, U2, U3 et U4. Alors maintenant, la question que je me pose, c'est de savoir si je veux écrire U1 en fonction de U, qu'est-ce que je devais avoir ici? C'est la question. Donc, et c'est ça qui va donc aboutir à la notion de matrice de localisation. Alors, écrivons ça tout simplement. Alors, je remplace U1 par sa valeur, c'est-à-dire U1, U2, U3, et je remplace U par sa valeur, c'est-à-dire U1, U2, U3 et U4. Maintenant, la question, c'est de savoir quelle matrice je dois placer ici pour que le produit de cette matrice fois ceci donne exactement U1. Alors, tout le monde voit donc ici, je dois mettre 1 qui doit multiplier U1 pour qu'on ait ici. Ici, je dois mettre 0, 0 et 0. Tout le monde voit bien qu'en multipliant cette ligne par cette colonne, on a bien U1. 1 fois U1, plus 0 fois U2, plus 0 fois U3, plus 0 fois U4. Maintenant, deuxièmement, ici, en U2, tout le monde voit que si je mets ici 0 et ici 1, je retrouve U2. En effet, 0 fois U1, plus 1 fois U2, plus 0 fois U3, plus 0 fois U4, ça fait bien U2. Et ici, pour la troisième, je vais donc avoir ici 0,
0 et 1 et puis 0. Alors, donc, vous voyez donc que, en fait, cette matrice me permet d'extraire les degrés de liberté d'un élément à partir du vecteur global des degrés de liberté. C'est pour ça qu'on appelle la matrice de localisation. C'est-à-dire que cette matrice permet de localiser un élément précis dans la structure globale. C'est pour ça qu'on appelle la matrice de localisation. Voilà. On peut faire la même chose pour U2. Je laisse à l'étudiant le point de faire la même chose pour U2. Voilà. Alors, avec cela, donc, je peux écrire et le déplacement et la déformation, non plus en fonction des degrés de liberté élémentaires, mais en fonction de vecteurs global de degré de liberté. En fait, je vais dire ici, U1 sera donc égal à un certain T1 fois U. De la même manière, U2, voilà, sera égal à un T2, voilà, fois U. Voilà. Et donc, de façon générique, je vais donc écrire que U, voilà, pour simplifier, est égal à T fois grand U. Bon, je peux aussi mettre des accolades, parce que quand même, en fait, c'est des matrices. Voilà. Là. Alors maintenant, si je reporte cela ici, voilà, si je reporte cela ici, mais donc ça veut tout simplement dire que, alors, U sera égal à 1N fois T fois maintenant grand U, qui est le vecteur global de degré de liberté. Et ici, pareil, epsilon sera égal à B fois T fois grand U, qui est le vecteur global de degré de liberté. Voilà. Je rappelle que dans notre problème, c'est ce grand U qui est l'inconnu. Puisque, en réalité, c'est ça qui doit apparaître comme inconnu dans le SEA que nous allons établir. Voilà. Donc, là, ce sont donc, nous venons de voir pratiquement 4 notions extrêmement importantes. La notion de discrétisation, la notion d'interpolation, voilà, la notion de degré de liberté, voilà, et la notion de localisation. Engagé Joseph, il faut arrêter ton micro. Là, arrête ton micro. Ne mettez plus le micro, vous perturbez le cours. Arrêtez vos micros. Après avoir fait la remarque suivante. Alors, je rappelle que c'est de nature scalaire. Quand je fais le produit scalaire de deux vecteurs, voici par exemple U scalaire V. Alors, en général, qu'est-ce qu'on fait? On va donc dire que c'est. Maintenant, supposons que le vecteur U a pour coordonnées U1, U2, voilà, et le vecteur V a pour coordonnées V1 et V2. En fait, on va donc dire que ce produit scalaire, en réalité, c'est U1, V1, plus U2, V2. Maintenant, de façon matricielle, on peut en fait dire que ceci, c'est une matrice transposée. Rocky Tameigne, arrêtez votre micro. Rocky Tameigne, arrêtez votre micro. V1, V2. Et on fait un produit de matrice classique. C'est-à-dire, je multiplie la ligne par la colonne. Ça va faire donc U1 fois V1 plus U2 fois V2. Je vais donc dire qu'en réalité, au lieu d'écrire U fois V, je vais donc dire que ceci, c'est le transposer de U que multiplie V. Ça, c'est le transposé de U que multiplie V. Donc, ça veut donc dire que je vais réécrire
la formule de pi pour tenir compte de ceci. Alors, je peux faire le développement sur un seul terme et ensuite je vous donne le résultat. Et je peux faire le développement sur un seul terme et ensuite je vous donne le résultat. Supposons par exemple que j'ai le premier terme de la fonctionnelle, à savoir que pi p est égal à somme de 1,5, voilà, de epsilon transposé fois, alors je vais, au lieu de mettre E maintenant, je vais mettre C, bon c'est tout simplement pour éviter des redondances, et puis maintenant ici fois encore epsilon, voilà, et puis donc d oméga, non ce terme. Voilà. Ce terme-ci, qu'est-ce qu'il devient? Ben, je remplace tout simplement. Ça va faire donc la somme sur oméga de 1,5, 2. Alors, transposer, donc voici epsilon. Donc, je vais transposer. Donc, je vais avoir donc tout ceci, qui est donc B fois T fois U. Tout ceci transposé. Je n'ai fait que remplacer epsilon par sa valeur, multiplié par C, multiplié par epsilon encore, c'est-à-dire B fois T fois U. Voilà. Bien, voilà. Et puis maintenant, tout ceci fois d oméga. Alors, là, je passe d'une somme continue à une somme discrète. Donc, ici, ça veut donc dire que, ici, normalement, je dois écrire ceci comme ça. Ça doit donc faire maintenant ici une somme discrète sur le nombre d'éléments de tout ceci. Et donc maintenant, cette intégrale continue est maintenant sur un seul élément. Donc je vais mettre ici oméga i. D oméga i. Absolument. Il faut dire qu'en réalité, je fais cette somme sur chaque, je fais cette intégrale continue sur chaque élément. Mais maintenant, pour l'ensemble de la structure, je fais une somme discrète, élément par élément. Donc voilà comment on transforme une intégrale continue en intégrale discrète. Voilà. OK. Pour maintenant appliquer le principe de stationnarité à cette intégrale discrète et trouver donc la forme du SEA. Alors, donc, je rappelle qu'ici, il y a 4 notions importantes. Dans cette formulation, il y a 4 notions importantes. La notion de discrétisation, c'est-à-dire je divise par élément. Première. La notion d'interpolation. Alors, la notion d'interpolation, c'est là. Alors, la notion de degré de liberté, c'est là. Oui, oui. Et enfin, la notion de localisation élémentaire, c'est dans le... Non, ici à la maison, ici encore. Arrêtez votre micro avant de téléphoner. Arrêtez votre micro. Même après avoir téléphoné, maintenez-le, arrêtez. Pour les autres termes, on remplace tout simplement de la même manière. Les autres termes. Non, il n'y a pas de problème. Les termes où il y a U, on remplace ça plutôt par N, T, grand U. Pour les termes où il y a S, et ça, madame. On vit bien ensemble. Quand j'ai établi la forme discrète de cette intégrale, hein, de cette fonctionnelle, hein, en réalité c'est une fonctionnelle, et je rappelle que cette fonctionnelle est de nature scalaire. Quand j'ai donc déterminé la forme discrète de cette fonctionnelle, j'applique le principe de stationnarité, à savoir donc d pi p sur d grand U, voilà, est égal à 0. Absolument. Voilà. Donc, je dérive cette expression par rapport à pi p.
Et on va donc aboutir à l'expression de SEA qui se met sous la forme K multiplié par U égale à F. Absolument. Absolument. Voilà. Alors, K, c'est ce qu'on va appeler la matrice de rigidité globale de la structure. K, on va appeler la matrice de rigidité globale. U, j'ai déjà dit que c'est les volumes, donc c'est le vecteur qui contient tous les degrés de liberté de la structure. Et F, on va dire que c'est le vecteur second membre. Bien le vecteur, le second membre, le vecteur second membre, bien, voilà, ou bien le vecteur force global. Alors, par définition, K est égal à la somme. Voilà. Sur Bahia, arrêtez votre micro. Monsieur Bahia, arrêtez votre micro. Ça perturbe tout le monde. Monsieur Bahia, arrêtez votre micro. La somme des K. Tandis que F, c'est la somme sur les éléments de F moins E. Ces deux équations sont ce qu'on va appeler les équations d'assemblage. Pourquoi assemblage? Parce que dans les applications, comme vous allez le voir, je commence d'abord par déterminer les K' de chaque élément et après je somme toutes les K. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc les opérations d'assemblage. Absolument. Ça, c'est les opérations d'assemblage. Bahia, arrêtez votre micro. Arrêtez votre micro. Ça perturbe le cours. La matrice de rigidité élémentaire, mais projetée dans le repère global. C'est la matrice de rigidité élémentaire projetée dans le repère global. Et son expression, c'est transposer le T que multiplie KE que multiplie T. Absolument. Je rappelle que T, c'est la matrice de localisation. De la même manière, F'E, c'est le vecteur force élémentaire, mais projeté dans le repère global. Et son expression de transposer de T fois Fe. Donc, quand j'utilise le prime, ça veut dire que c'est la matrice élémentaire, mais projetée dans le repère global. Voilà. Et tandis que ici maintenant j'aurai KE et FE qui sont dans les deux dernières quantités que je dois définir. Bien. Alors maintenant, KE est appelé la matrice de rigidité élémentaire, mais exprimée dans le repère local. Voilà, c'est la matrice de rigidité exprimée dans le repère local. Alors, par définition, elle est égale à la somme sur oméga E, c'est-à-dire sur l'élément, voilà, de transposer de B fois C fois B. B, je rappelle que c'est la matrice de transformation, B oméga. Hein? Absolument. D oméga E. Parce que là, je suis sur l'élément. Donc, KE, c'est la matrice de rigidité élémentaire, mais écrite dans le repère local de l'élément. Absolument. Et enfin, j'aurai donc FE, qui est donc le vecteur force élémentaire. Et écrit dans le repère local, c'est la somme. Là, il y a deux termes. Il y a le vecteur force sur le volume et le vecteur force sur la surface. Sur le volume, ce qui reste, c'est transposer de n. Je rappelle que n, c'est le vecteur des fonctions élémentaires. C'est la matrice des fonctions de forme. C'est la matrice des fonctions d'interpolation.
voilà, que multiplie F. F, je rappelle que c'est la densité volumique d'effort, que multiplie d oméga E. Donc, ça, c'est la composante élémentaire de la force sur le volume. Maintenant, il y a le terme de surface, donc c'est la somme sur gamma TE, c'est-à-dire la partie de frontière qui concerne oméga E. Absolument. Et où sont imposées des forces de surface, des forces surfaciques. Donc là, ça va donner N transposé que multiplie donc T, qui, je le rappelle, est le vecteur des forces surfaciques. Absolument. Multiplié par D gamma T2. Voilà. Voilà. Donc là, ceci termine donc la troisième partie. Le troisième paragraphe, qui consistait à faire la discrétisation. Voilà. Il faut donc transformer une fonctionnelle continue en fonctionnelle discrète sur tous les éléments de la structure. Et ensuite, en utilisant notre principe variationnel, qui est celui tout simplement de la stationnarité de l'énergie, de l'extrémalité d'énergie, dire que l'équilibre correspond à une extrémalité d'énergie. On dérive donc par rapport à U et on trouve donc ça avec ces différents termes. Alors maintenant, le paragraphe 4, les paragraphes 4 et 5 sont très très simples. Les paragraphes 4 et 5 sont simples parce qu'il s'agit tout simplement maintenant de résoudre ce système et de déterminer l'inconnu principal et l'inconnu secondaire. Donc, on peut dire simplement, paragraphe 4 et paragraphe 5, là, on va résoudre le SEA, c'est-à-dire résoudre l'équation K fois U égale à F. Absolument. Voilà. Alors, ce qu'il faut indiquer ici, c'est que cette matrice, cette équation, ce qu'on appelle l'équation brute. C'est une équation brute. Alors, en général, pour trouver la solution à cette équation, attention, c'est très important, il faudra tenir compte des conditions limites. C'est extrêmement important. Il faudra tenir compte des conditions aux limites. Voilà. Alors, une fois qu'on a pris en compte les conditions aux limites, on va donc déterminer donc U comme le volume principal, U qui est le vecteur global des degrés de liberté. Donc, il liste tous les degrés de liberté de la structure. Voilà. Mais comme dans le peuple, finalement, vous allez seulement trouver le U. Arrêtez votre micro, ça dérange tout le groupe. Sur chaque élément, attention, d'accord, epsilon et sigma sont des quantités élémentaires. C'est-à-dire qu'on calcule la déformation et la contrainte sur chaque élément. Bon. Alors que U est le vecteur global des degrés de liberté. Voilà. Et en principe, dans les problèmes de calcul de structure, on a aussi besoin de calculer les réactions d'appui. Les réactions d'appui. On a aussi besoin de calculer les réactions d'appui. Puisque, de toutes les façons, même si la méthode est une méthode approchée, alors là, l'équilibre global de la structure doit être respecté. Puisque nous avons bien développé dans le cours que la méthode est donc globalement conservative, c'est-à-dire qu'on respecte l'équilibre global de la structure, même si chaque élément pris individuellement n'est pas en équilibre. Absolument. Donc, les réactions d'appui, le calcul des réactions d'appui permet de se vérifier un peu a posteriori. Si les réactions d'appui n'équilibrent pas le chargement, alors là, il y a un problème. Il y a un problème parce que, globalement, la structure doit être en équilibre. Donc, le calcul des réactions d'appui permet quand même une certaine vérification
Parce que si les réactions d'appui n'équilibrent pas le changement, on peut a priori dire que la solution est fausse et reprendre le problème. Voilà. Donc voilà comment est-ce qu'on va appliquer la MEF à la mécanique des milieux continus. Alors, pour la RDM, le calcul de structure, le calcul de plaque et corps, ça va être la même structure globale. Voilà. La seule chose qui va changer, ce sera, par exemple, ici, dans la matrice B. Dans la matrice B, qui exprime donc la transformation du champ de déplacement en champ de déformation. Et éventuellement, dans C, qui est la matrice, le tenseur des modules de comportement. Parce que c'est C qui traduit le comportement. C'est-à-dire la relation entre le tenseur de contrainte et le tenseur de déformation. Voilà. Donc, l'analyse sera pratiquement la même, avec ces précisions-là. Voilà. Donc, ceci termine ce deuxième chapitre-là, donc sur l'application de la MEF à la MMC. Bon, là, c'est encore de façon théorique. Maintenant, dans les prochains chapitres, on va donc faire des applications pratiques pour voir donc comment concrètement on applique tout ceci pour trouver les solutions, les solutions beaucoup plus pratiques. Voilà. On peut arrêter avant de comprendre. Des questions. Des questions, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que les étudiants posaient des questions entre-temps? Non, personne n'a réagi? Une question, prof. Oui, question, oui. Oui, bonsoir, prof. Oui. Oui, tout à l'heure, vous avez dit qu'il sera important d'avoir les conditions aux limites. Je voudrais savoir si les conditions aux limites que nous devons utiliser sont les mêmes conditions aux limites que nous connaissons sur des structures de RDM, ou bien ces conditions vont au-delà des conditions connues comme à l'encastrement, à la plus simple, avec les rotations, les transactions et tout. Absolument, absolument. C'est lié. Ça va être lié. Sauf que pour la mécanique des milieux continus, bon, les structures n'ont pas généralement la même forme qu'en RDM et calcul de structure. Mais c'est exactement la même idée. C'est-à-dire que c'est ce que nous appelons la mécanique. Vous savez que la mécanique que nous faisons, c'est la mécanique du point fixe. C'est-à-dire que les structures ne se baladent pas dans l'espace, elles sont fixées quelque part. Et justement, c'est la prise en compte de ces fixations qui permet de résoudre le système. Donc, si vous ne prenez pas en compte ces points fixes, on ne peut pas avoir de solution. Voilà. Alors là, quand on va arriver sur cela, on va donc donner les explications mathématiques et physiques, justement, qui liées donc à cette prise en compte des conditions limites. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, vous avez répondu, sauf que le deuxième volet à ma question était donc de savoir, est-ce que la mécanique des milieux continue ou bien la méthode des éléments finis que nous sommes en train de faire, est-ce que cette méthode ne peut pas résoudre des solutions dynamiques? Parce que là, vous dites qu'il faut fixer, ça veut dire que c'est statique. Est-ce que de façon dynamique, ça peut résoudre? Absolument, ça peut résoudre les problèmes dynamiques. Bon, mais disons que là, déjà, appliquons ça déjà pour au moins comprendre comment ça marche en statique avant d'aller en dynamique. Parce que en dynamique, c'est plus compliqué. Parce qu'en dynamique, il faut non seulement prendre en compte l'espace, mais il faut prendre aussi en compte le temps. Donc là, ça devient beaucoup plus complexe. Voilà, voilà. Mais bon, on commence déjà par ça. À la fin du cours, je vais donner quelques éléments. Donc, on ne va vraiment pas insister dessus, mais je vais donner quelques éléments qui permettent de faire le même développement pour les problèmes qu'on dit non stationnaires, en réalité. C'est les problèmes non stationnaires. Les problèmes effectivement. Qu'on appelle également les problèmes non stationnaires. Absolument. C'est bon, prof. C'est bon. OK. Autre question? Un autre étudiant va intervenir? Vous posez des questions. Oui, posez les questions s'il y en a. Oui.
Non, il n'y en a plus? Non, vas-y, pause, parle. On t'écoute. Posez les questions, on vous écoute. Posez. Qu'est-ce qu'il fait encore? Son micro est bloqué, son micro n'est pas allumé. Il faut qu'il allume son micro. Son micro est éteint. Ah, oui. C'est la raison pour laquelle il ne parvient pas à s'exprimer là, visiblement. Ah, d'accord. Ah, il est chez lui avec les enfants et tout. Qui veut poser la question? Qui veut poser la question? Qui veut poser la question? Active peut-être tous les micros que tu as désactivés. C'est encore mieux. Non, monsieur, c'est bon. La question que je voulais poser, le docteur y a répondu. C'est déjà bon. Ok, d'accord. Ok. Quelqu'un d'autre? S'il n'y a plus d'autres questions, on va donc on peut arrêter là. Alors, Oui, prof, il y a une question. oui, une question, oui. Oui, monsieur, j'aimerais savoir si c'est pas possible qu'on ait le support de cours numérique avant d'assister au cours. Un support de cours numérique. Alors, comme je vous ai dit, alors, bon, j'ai beaucoup de documentation, mais la documentation que j'utilise le plus, c'est donc l'ouvrage que j'ai commis. Hein, c'est cet ouvrage-là que j'ai commis. Mais il est trop lourd. Hein, c'est un ouvrage de 600 pages. Je ne peux pas vous envoyer ça. Ce n'est pas possible. Bon, je n'ai pas le cours que j'étais en train de dicter là, je ne l'ai pas de façon numérique, non. Voilà. C'est très compliqué pour nous de prendre les notes pendant que vous êtes en train d'expliquer. Bon, mais il y a quand même la vidéo, non? Après, vous pouvez vous repasser la vidéo autant de fois que possible, non? Pour voir. Mais sinon, l'ouvrage que j'ai commis, il est trop lourd pour vous. Et puis, vous le faites lire sans explication, vous n'allez pas comprendre grand-chose aussi. C'est ça. Donc, la meilleure façon de voir, je suis ce que je suis en train de faire là. S'il y a des questions, vous les posez. Et maintenant, si vous voulez absolument tout noter, vous faites simplement le rebobinage de la vidéo et puis vous le prenez. Même pas ça, l'heure de D'accord. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et puis de toutes les façons, après les vidéos seront disponibles. D'accord. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Ok. D'accord. Autre chose? Prof, on a encore une question. Oui. Bon, si les questions ne concernent plus le cours, on voudrait savoir si on peut avoir le programme des cours et savoir en fonction de l'horaire, là, puisqu'à 16 heures, nombreux d'entre nos camarades ne sont pas disponibles. Vous pouvez d'ailleurs constater sur le nombre de personnes qui ont eu à participer au cours. Certains aimeraient vraiment participer, mais ils sont pris par des contraintes de temps. Ils sont habitués à fonctionner à partir de 18 heures. Mais quand vous mettez à 16 heures, ça cause un petit lapin. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de revoir en termes de glissement du... Mais vous savez qu'à 16 heures, c'est bien le couvre-feu. Bon, il faut qu'à 18 ans, on soit déjà à la maison. Ce sont ces conditions particulières-là. C'est ça le problème. À 18 ans, on doit être à la maison, puisque en principe, c'est le couvre-feu. Ah, ok, d'accord. D'accord. Et surtout que nous, compte tenu des moyens techniques que nous utilisons, je ne peux pas faire ça de chez moi. Vous voyez que là, nous sommes au campus. D'accord. Voilà, donc je me déplace de chez moi pour venir au campus pour faire ces cours-là. Et donc, ce n'est pas possible de le faire à partir de la maison. Alors, pour demain, je proposais même qu'on le fasse le matin, hein, comme c'est férié, qu'on puisse avancer un peu plus tôt, on va voir.
qu'on puisse déjà travailler même à partir de 7 heures avant de travailler dans l'après-midi pour qu'on avance un peu plus vite. C'est des propositions de toutes les façons. Dans la soirée, on doit voir toutes les confirmations à partir de la plateforme. D'accord, prof, c'est compris. OK. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va donc arrêter cette session de cours là pour aujourd'hui. Et demain, je vais déjà donc commencer les applications. Alors, je propose qu'on soit là entre 7h et 10h et ensuite entre 16h et 18h. Bon, c'est une proposition pour l'instant, mais en principe, s'il y a un contretemps, on le fait savoir sur la plateforme et puis on ajuste.